vraiment ça? Voilà, Ok. tu vois, chez les Japonais, c'est le premier qui l'ouvre qui a perdu. C'est vrai qu'on dit ça, le premier qui attaque a perdu. Non, mais ça, c'est la vieille ruse pour les attaquer en premier. À Pearl Harbor. Oh, qui a attaqué en premier? Un petit peu de culture, les gars, 1945? C'était pas en 45, Pearl Harbor. Non. Alors, les gars, je suis avec Léo Tamaki. Je ne veux pas que je le dise, mais je le dis quand même, quatrième dan d'Aikido et fondateur de l'association Kishinkai, qui d'après moi veut dire l'association de l'énergie divine. Mais d'après lui, hein, en japonais, ça dépend du Donc contexte. voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'homophones, et donc ki peut vouloir dire plusieurs choses. Et là, Kishinkai, c'est le premier c'est se réjouir, Shin, c'est étudier, et Kai, c'est l'association. Donc c'est Réjouir d'étudier. Voilà, où on étudie dans la joie. Ah, j'aime bien ça, comme ça me correspond tout à fait. Donc tu es, c'est un des rares mecs qui fait ce genre d'arts martiaux, ce type d'arts martiaux. Mais moi, je vais te dire la vérité. En général, quand je fais mes entraînements avec mes élèves, quand je fais de la lutte par exemple, et puis que l'élève il tombe tout seul, je leur dis, les mecs, calmez-vous, on fait pas de l'aïkido. Si tu tombes pas, c'est que la technique est mauvaise, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu une défiance entre guillemets vis-à-vis de cet art, mais toi, je sais que tu es quelqu'un d'assez ouvert. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre le nom de ton association, donc ça correspond bien à cette ouverture d'esprit qui me plaît. Donc j'aurais voulu qu'on travaille quelques petites clés qui me plaisent et qui vous plairont, j'en suis sûr, qui seront efficaces. Moi, je suis dans cette recherche-là, hein, d'efficacité. Tiens, d'ailleurs, d'un point de vue historique, il me semblait que tu vas me reprendre si je me gourre, parce qu'après, il y a des idées qui sont véhiculées, et puis on dit toujours la même bêtise. L'aïkido, c'était pas un peu une secte, en fait? Alors, le fondateur de l'aïkido était un grand mystique, et il avait une pratique religieuse très importante. En revanche, il y a un pratiquant français, André Noquet, qui allait là-bas, étudier avec lui, qui lui a demandé donc s'il fallait aussi que lui, il rentre dans son courant spirituel shintoïste. Il lui a dit absolument pas. Il a dit l'aïkido vous permet de mettre en action les principes de vos religions, de vos croyances. Donc, moi j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de ses élèves. Et ils me disaient tous justement que c'était très très moderne parce que il n'a jamais demandé à ses élèves de rentrer avec lui dans le même courant, de faire les prières, de ci, de ça, etc. Il leur demandait juste de pratiquer. Et c'est une époque où en fait si le maître faisait un truc, tu le faisais. Il mange un truc, tu le manges. Il prie un dieu, tu pries le même. Et lui, il était de ce côté-là extrêmement moderne. D'accord. Parce que moi, dans ma petite tête de linotte, j'imaginais l'aïkido comme une espèce de soumission à un maître, tu vois. Genre, on fait des attaques, l'autre il te manipule à peine et zouc, tu gicles. Oui, alors ça c'est effectivement, on voit très souvent ce genre de choses. Moi j'ai pas commencé par l'aïkido et c'est ça qui me faisait prendre la discipline pour un art de guignol, franchement. C'est pas moi qui l'ai dit, d'accord? Je me désolidarise totalement de ce monsieur. De toute façon, je suis à la marge de l'aïkido, donc il n'y a pas de problème. Qui me faisait prendre le truc pour un art de guignol. En fait, c'est un truc... c'est très difficile parce que tu travailles dans le kata, donc tu peux tomber dans le truc où tu vas tout le temps bloquer, tu sais ce qui va arriver comme technique, donc tu utilises des infos que tu n'es pas censé avoir, ou à l'inverse, tu fais preuve de complaisance. Donc le travail du kata, ça se fait dans la coopération, mais pas dans la complaisance, et ça c'est une limite très très fine. Après, il y a un truc qui est aussi à savoir, c'est que alors l'aïkido est assez récent, c'est issu des techniques guerrières des samouraïs. Une époque où les gamins pouvaient aller sur le champ de bataille à partir de l'âge de 12 ans et puis jusqu'à leur mort. Donc là, récemment, j'ai interviewé un gars qui a écrit un bouquin sur Musashi, puis qui parlait de sa dernière bataille, il devait avoir 60 et quelques années. Donc tu es dans des techniques, alors déjà à la base armées, donc c'est généralement pas à main nue, et où tu vas toujours viser ce qui fait le plus de dégâts et qui ne fait pas moins de différence, disons, avec le gabarit. Le problème, c'est que ce sont toutes les choses qui sont évidemment interdites. Si tu vas faire un stomp sur un genou, ou mettre une claque dans la tempe pour éclater l'oreille, ou rentrer un doigt dans l'œil. Tu veux dire sur le champ de bataille? Oui, quand tu te retrouves. Alors, ce que je te disais, c'est que la base, quand tu vas sur le champ de bataille, bon, alors la base, c'est pas ça, c'est l'arc. Ouais. Déjà, tu es avec ton arc à distance. Ouais. Si, après le mec se rapproche, tu as ton arme longue. Ouais. Si l'arme longue est niquée, tu vas prendre
ton katana. Si ça, c'est bousillé, tu prends ton sabre court. Si ça, c'est bousillé, tu prends ton tanto. La technique à main nue, c'est le dernier truc. C'est quand t'es en galère, quoi. Oui, c'est-à-dire que même quand tu vas aujourd'hui sur les champs de bataille, ils étudient les crânes, etc. La plupart des blessures, c'est fait avec des trucs de flèches ou après des pointes de lance, comme ça. Les blessures qui sont dues au sabre, elles sont mineures. Donc je ne parle même pas des blessures qui sont dues au couteau ou au doigt dans les yeux ou la morsure. D'accord. Il s'avère que c'est juste que la logique, elle va là-dedans, dans le fait de faire les blessures les plus incapacitantes possibles. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de compétition, évidemment. Arracher une oreille, mordre à la carotide ou saisir les couilles, bon, tu vois, voilà le truc. D'accord. Mais c'est juste la logique. Ça ne doit pas empêcher, et chez nous on fait un peu de travail libre, etc. Ça ne doit pas empêcher le truc. Le problème, c'est que quand tu veux faire, tu ne peux pas faire à la fois travail complètement libre et intensité maximale. Donc tu es obligé de faire un cursus. Donc ça veut dire, soit tu mets travail à 200% avec une seule attaque et une seule technique. Donc tu sais exactement l'attaque que je vais faire et je sais quelle technique tu vas faire. Si mon attaque passe, ça fera mal, mais tu t'en remets. Si ton attaque passe, ça ne sera pas plaisant, mais je m'en remets. En boxe, par exemple, souvent, le coup qui te met KO, c'est pas celui où le mec il a dit bon tiens cette fois-ci je mets tout. C'est celui qui l'a pris par surprise, quand le corps n'était pas prêt par exemple. Donc, et ça implique donc du danger. C'est pour ça que si tu fais de l'intensité, tu le fais dans un cadre extrêmement précis, et plus tu fais du libre, plus tu enlèves les trucs. Donc si tu en es au point où tu dis ok, on peut se mordre, mettre les doigts dans les yeux, etc., ça se fait vitesse très très lente, un peu style Systema. Et donc après tu mets le cursus là où tu as envie dans le truc. D'accord. Voilà. Donc chacun dans les pratiques martiales va choisir. Certains veulent s'orienter que du kata, que du libre ou du semi-libre. C'est toujours un peu le même problème qu'avec la self-défense où justement on va être dans l'incapacité de mettre tout en œuvre pour détruire l'adversaire parce qu'on ne va pas tuer les copains à la salle. Et c'est pour ça que la self-défense se rapproche de plus en plus, à mon sens, d'un mauvais sport de combat. C'est-à-dire que ce que je vois souvent en self-défense, parce que je pense qu'ils sont obligés de répondre à une demande des élèves, oui mais c'est pas très réaliste parce que quand je fais ça avec mon copain, et donc on se retrouve avec des self-défense diverses où les mecs ils se mettent des protège-dents machin et puis ils se mettent à faire du sport de combat. Mais il vaut faire du bon sport de combat qu'une mauvaise self-défense. Oui, je suis d'accord. Donc voilà, c'est savoir où se placer. Est-ce que l'aïkido, dans ce que tu dis, la logique ce serait pas justement qu'il fasse de la lutte ou du judo? Ah non, là on est pleinement dans la lutte ou dans le judo, on est pleinement dans le combat rituel où tu as le droit de faire aucun truc qui va vraiment blesser le gars. Peut-être qu'après j'ai une mauvaise vision de l'aïkido. Hein. Ah oui, ça je peux pas te dire, parce que ta vision de l'aïkido, ça je peux pas te dire. Moi c'est les mecs qui rentrent comme ça, ou qui poussent, ou qui t'attrapent, et puis l'autre il les fait voler quoi. Hein. Mais c'est peut-être très réducteur. Non, malheureusement, tu sais, l'aïkido je pense est la grande discipline martiale qui s'effondre le plus vite aujourd'hui. Donc c'est-à-dire c'est vraiment les chutes du Niagara. En termes de pratiquants ou... En termes de pratiquants. Mais la chute de termes de pratiquants, elle est le résultat d'une chute de niveau. Tu vois, c'est-à-dire que le problème, c'est que les mecs qui ont pratiqué de l'aïkido, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que les gars qui ont pratiqué l'aïkido dans les années 40 ou avant-guerre, ce sont des gens qui avaient une connaissance intime de la violence. Donc ils avaient pu faire, pour les plus anciens, la guerre russo-japonaise, comme le fondateur de l'aïkido, et puis ses premiers élèves, et puis les guerres d'annexion qui ont suivi, et ainsi de suite. Les maîtres juste après-guerre, dont celui que j'ai suivi, c'est des gens qui ont, moi le maître que j'ai suivi, maître Tamura Nobuyoshi, son père il est parti à la guerre quand il avait 5 ans je crois, il est revenu quand il avait 15 ans et puis il est mort tout de suite. Donc il a une connaissance intime de la guerre, aussi les bombardements, tous les gens autour de toi, donc tu t'en vois un, il a pas d'œil, l'autre n'a pas de bras, il y a une connaissance très claire de ce qu'est la violence et donc tu pratiquais avec cet état d'esprit-là. L'aïkido était pratiqué par la Kempetai, l'équivalent de la Gestapo japonaise, et par les services secrets. Donc, c'est-à-dire que un agent des services secrets, c'est quelqu'un qui peut faire basculer la guerre, tu vois, avec l'info importante. C'est un gars, s'il est découvert, il doit tuer le mec immédiatement, il n'est pas protégé par les conventions de Genève, etc. Donc c'était vraiment extrêmement sérieux. Et puis après-guerre, et particulièrement au Japon, c'est là où ça s'est le plus fait, ils ont été complètement antimilitaristes. Ils ont balancé les armures et les sabres au fond des ports, ils les ont vendus pour 1 euro, machin. Enfin, on aurait pu raconter
ces trucs. Et les gens étaient, après avoir reçu deux bombes atomiques, tout ce qui est militaire, etc., non, non. Donc ça a été réservé à l'extrême droite, mais d'un autre côté, avec le temps qui passait, le Japon, tu es allé au Japon, je crois? Oui. Voilà, un des pays les plus sûrs du monde. Tu vois, tu te balades dans la rue, tu sais que tu ne crains rien. La plupart des gens n'ont aucune connaissance de la violence, aucune expérience de la violence. C'est-à-dire que, allez, au mieux, ils ont vu deux copains dans la cour de récréation s'amailler un petit peu. Ça, c'est vraiment. Tu veux dire qu'ils seraient devenus un peu. Ils n'ont pas d'expérience de la violence. Tu vois, pas de... Donc, ils n'ont pas d'expérience de la violence. Leur seule expérience de la violence, c'est les films, les mangas, les trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que tu te rends. Évidemment, tu connais cette triste vidéo où on voit un vieillard en kimono noir qui se prend deux claques par un mec qui, franchement, même en MMA, je pense, ne touchait pas vraiment sa bille. Ah oui, oui. Oui, oui. L'histoire dramatique, c'est que c'est le vieillard qui a lancé le défi. C'est-à-dire que Tokitsu, il explique très bien ça dans un de ses plus anciens bouquins, comment ça fonctionne. À un moment, tu fais un mouvement, le mec, peut-être, il a trébuché, et puis il a fait une grande chute, tu vois. Et toi, en fait, t'étais là et t'es content, t'es pas sûr. Le mec, c'est pareil, il voit subrepticement sur ton visage, c'est même pas de l'ordre du conscient, mais un moment de satisfaction. Les élèves, ils voient ça aussi, et puis ils ont envie de ressentir aussi. Donc la prochaine fois que tu veux faire un mouvement, ils ont l'impression que ça risque de créer ça. Donc ils font le truc, et ainsi de suite. Des conditionnements mentaux. Mais le problème, c'est aucun n'est coupable parce qu'aucun n'en est réellement conscient, tu vois. C'est-à-dire que l'élève, il cherche pas à tromper le maître, lui, il a envie de devenir bon. Le maître, il cherche pas plus à tromper ses élèves. Sinon, tu vois, il lancerait pas un défi, je mets, je sais plus combien il avait dit, $15 000 ou je sais pas trop quoi, celui qui accepte de se battre contre moi, tu vois. Si, je pense qu'ils sont conscients. Franchement, tu peux pas imaginer, tu l'as vu le mec, le petit vieux barbu. Non, mais il a peut-être dit ça, il s'est dit, bon, j'espère que personne va accepter, tu vois. Oui, mais il aurait pu tout à fait dire, franchement, il aurait pu dire, non, je peux pas, je suis fatigué ou n'importe quel truc. J'ai mal au dos. Ouais, il aurait pu endormir le truc comme il veut, tu vois. Non, c'est plus dramatique que ça. Moi, quand je vois la vidéo, je trouve ça extrêmement triste parce que je vois pas un charlatan, sinon il s'en serait relevé. En Chine, il y a des mecs à qui c'est arrivé, tu vois, des mecs qui font du tai chi, etc. Oui. Et ils ont rebondi vite fait, t'inquiète pas, ils ont trouvé des excuses, etc. Tu vois, le mec, lui, il a arrêté les arts martiaux. Donc c'était le choc pour lui. Il aurait tout à pu dire, je suis âgé, je suis ici, j'ai mal mangé avant, j'ai glissé sur une peau de banane, peu importe. Donc tu as ce problème-là, une connivence qui s'installe et qui fait que... voilà. Est-ce que toi, ton art aujourd'hui, il est axé plus sur l'esthétisme ou sur l'efficacité? L'esthétisme, non. L'esthétisme, pour moi, c'est la conséquence d'une action juste. Voilà, quelque chose qui est bien fait. Quand tu vois un mec qui coupe bien des sushis, c'est beau. Quelle que soit l'action. Sur l'efficacité, oui, pour moi, c'est la recherche des techniques qui n'ont pas de faille. Oui, la martialité, c'est un élément hyper important. Ça ne doit pas être le but pour moi, c'est-à-dire que c'est pas là que ça s'arrête, mais tu peux pas passer à côté. Souvent en Aïkido en particulier, donc on a une image de Ueshiba Morihei comme quelqu'un d'éveillé, et donc les gens se mettent à imiter ce qu'il fait, etc. Sans vouloir passer par la case martiale où on va, tu vois, ça va être un petit peu rugueux, il va falloir suer. Ça a attiré des gens, malheureusement, cette image. Maître Yamada, qui est le pionnier de l'aïkido, enfin l'un des pionniers de l'aïkido aux États-Unis, disait que tous les gens sont arrivés dans les années 70 et ils voulaient étudier le ki. Ils arrivaient avec cette image, le ki, l'énergie, etc. Voilà, personne n'utilise le ki en aïkido, tu vois ce que je veux dire. Donc le ki, justement, notamment dans les arts martiaux, c'est pour dire l'intention, pas pour dire l'énergie. Ah, ça c'est... Oui, je suis content de l'apprendre. Donc en kendo, etc. Quelles sont tes sources, il y en a d'ailleurs? Non, bah, c'est vrai aussi. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Le ki, c'est aussi une énergie. C'est-à-dire que moi, je vais me faire soigner, tu fais de l'acupuncture ou des choses comme ça. C'est juste qu'il n'y a absolument aucune capacité avec cette énergie à projeter un mec avec de l'énergie. Ouais, tu peux soigner des gens avec ça. Et en Occident, il y a des magnétiseurs, pareil. Ouais. Donc cette bioélectricité, bioénergie, peu importe comment on l'appelle, elle existe. Simplement, il n'y a aucune capacité martiale qui te permet de vaincre quelqu'un avec des boules d'énergie. Je veux dire, enfin bon. Et toi, tu répètes-moi, le ki, c'est donc l'intention. L'intention. C'est ce que tu me disais sur la protéiforme, l'aspect protéiforme des termes japonais, c'est ça? Tout à fait. Donc le ki, enfin on le sait, c'est quand on dit le ki du ciel, tenki, c'est la météo. Voilà, ki ga mijikai, son ki est court, il est impatient. Voilà, il y a tous ces éléments-là. C'est toujours intéressant l'aspect
historique de la chose et ça remet un peu les pendules à l'heure. Et donc toi, tu es d'accord que l'aïkido, c'est le but, c'est pas de rechercher à détruire l'adversaire. Comme on peut avoir en boxe, en MMA, même en karaté, c'est ce qu'ils prétendent aussi. Hein, Non, moi je pense l'inverse, que l'aïkido est fait pour détruire l'adversaire et que c'est pas le but de la boxe et du MMA. Et je pense que le but de la boxe et du MMA, c'est de soumettre son adversaire, de le vaincre. Oui. C'est pas de le détruire. Ou de le soumettre en le détruisant. Tout ce qui est vraiment dangereux et interdit. Quand Tyson il a mordu l'oreille, tac, hop, terminé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si le but c'était de détruire, ils auraient le droit de tout faire. Tu fais des règles pour que les gens puissent s'affronter et rivaliser, mettre leurs compétences athlétiques, leurs capacités athlétiques, leur volonté en compétition l'un avec l'autre. Donc il faut que ça puisse se faire dans des règles à minima sécurisées. C'est pour ça que, et ça c'est implicite ou explicite, donc là on est dans l'explicite. Dans l'implicite, tous les vendredis ou samedis à travers le monde dans les boîtes, on va dire il va y avoir des dizaines de milliers de bastons. On appelle des bagarres rituelles. Voilà, combien se terminent par un mort, alors que n'importe quel abruti pourrait péter un verre et t'égorger. Et on se met d'accord de façon implicite, on va se mettre des patates comme des bonhommes. Voilà, ouais, ou c'est explicite, on se met les protège-dents et trucs, on dit bon là on va faire ça. Et ça c'est très très bien. Et souvent les maîtres d'arts martiaux avaient cette double pratique, tu vois. C'est-à-dire qu'ils pouvaient faire du sumo en même temps qu'ils allaient faire du jiu-jitsu, etc. Mais c'est pas la même chose. Donc il n'y avait pas de compète de jiu-jitsu, il y a des compètes de sumo. Parce que tu fais pas la même chose. C'est en replay justement qui faisait le différentiel entre le bujutsu et les combats rituels. Les techniques de guerre. Il y avait replay, il y avait Don Draeger, voilà. Donc, donc après, rien n'est totalement l'un ou l'autre. C'est toujours un petit peu pour eux, comme je te disais, tu as un extrême à l'autre, et puis après tu mets ton curseur où tu as envie de le mettre. Et toi, le MMA, tu le mettrais sur quel curseur justement? Entre le rituel et la guerre? Parce qu'on est d'accord, c'est ça les deux extrêmes, hein? Bon, entre le combat de rituel et le combat de survie, on va dire plutôt. Où est-ce que tu le mets? C'est beaucoup moins rituel évidemment que du judo ou de la boxe par exemple. On est quand même pas mal. Alors, mais non, parce que tu vois, dans ta question, je sens le truc qu'on est quand même pas mal, on pourrait quand même assurer. Ah, j'ai fait ça, j'ai dodeliné comme ça là? Ça me ressemble pas. Mais tu vois. Non, je sais pas. Hein. Après, moi, si j'ai choisi ce sport, entre guillemets, c'est parce que je considérais ça comme la panacée. Donc, la panacée pour quelle situation? C'est ça le truc? Bah, la panacée, mais même, tu vois, c'est souvent ça que les gars de la self reprochent aux mecs du MMA, c'est qu'ils te disent oui, mais tu mets pas les doigts dans les yeux, tu mords pas et tu frappes pas dans les parties. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on sait que ça va faire mal. Donc on va pas hésiter à le faire le cas échéant, tu vois. Bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir des années de pratique pour mordre, pour frapper dans les parties, ou mettre les doigts dans les yeux. Ouais, mais ça, c'est pas la capacité à le faire, c'est la capacité mentale à le faire. J'avais bossé avec pas mal de légionnaires et je veux dire et quand je m'entraînais avec eux, j'étais très peu impressionné par leur capacité. Je vais me faire casser la gueule par un légionnaire. Non, mais j'étais, si tu veux, par rapport à des mecs qui s'entraînent régulièrement, ils sortaient pas plus du lot. Et là où ça me faisait vraiment peur, c'est que je sentais chez eux qu'ils avaient passé un cap et qu'ils allaient te prendre et puis t'arracher la carotide. Et que la plupart des mecs qui font, que ce soit les Koryu, c'est-à-dire les arts guerriers japonais anciens ou les self-défense, peu importe quelle self-défense, n'ont pas passé ce cap. Et ils sont pas capables de le faire. Et puis en plus, ils le travaillent de moins en moins. Parce qu'ils se mettent le truc et puis pouf, 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 pouf. Donc, l'aspect mental. Voilà, donc devenir un animal. Exactement. C'est ce que disait justement notre ami Frank Ropers dans une de ses vidéos. Il en parlait justement sur redevenir un animal. C'était très intéressant. Ça rejoint un peu ce que tu dis sur cette idée de se déconnecter justement, d'arrêter d'avoir des barrières et d'y aller comme un animal. Il avait dit, j'aimais bien, et puis tu redis ce qu'il a dit. C'est là où tu vois la différence avec les maîtres d'avant-guerre et d'après-guerre, par exemple. Tu vois, c'est des gens qui ont été sur le front, qui ont eu peur, qui ont entendu les balles siffler autour d'eux. Et les dernières générations de gens qui étaient un petit peu efficaces, c'est ceux qui sont partis après-guerre, qui sont partis à l'étranger, parce qu'ils sont arrivés dans les années 50, au début des années 60, ils étaient encore vus comme les anciens méchants il y a 2 jours. Et il y a plein d'histoires où ils ont été vraiment testés, etc., où parfois le mec montait avec un couteau. Alors même en France, il y avait un des maîtres japonais qui disait qu'il y en a un qui veut venir, et le mec venait avec un couteau. Donc lui, et puis après, donc, ils ont arrêté ces trucs-là. Mais... Genre c'était un défi? Oui. Ah bon? Donc il y a eu une époque... ouais, c'est une autre époque. Et
Et malheureusement, leurs successeurs, malheureusement les mecs qui étaient au Japon qui n'ont pas de confrontés à la violence, sont dans un tout autre état d'esprit, n'ont pas pu développer le même mental. Mais moi, je vais te dire la vérité. Quand il y a une embrouille, je suis incapable de frapper quelqu'un en premier, quoi. Oui, mais J'ai un blocage. je sais pas si tu connais un mec. J'attendrai que le mec me mette une patate. Mais je vais pas. Je peux pas. Tant mieux. Ouais, je sais pas. Tu vois, oui, non mais Je sais pas. ce que tu fais, ce que je fais, etc. On le fait, c'est une activité sociale maintenant. Voilà, tu vois, ni toi ni moi on en a besoin pour survivre. Donc tant mieux. Non, bien sûr. Donc mais quand on fait quelque chose, on n'a pas vraiment besoin de quoi que ce soit en fait pour vivre, à part aller manger, pisser, puis boire. Mais il y a quand même des choses qui nous permettent de nous transcender en tant qu'humains et d'accomplir justement des choses parfaitement. Et il y a cette idée un mec qui va aller demain en Irak ou je sais pas trop ou sur un théâtre de bataille, il a besoin de bien savoir tirer. Oui. Tu vois là c'est vital pour lui. Oui. C'est en ce sens-là que je te dis que c'est très différent de toi ou moi si on faisait du tir sportif. Bien sûr. Voilà. Donc on ferait du tir sportif pour se faire plaisir, ok c'est bien, mais donc, on le ferait pas avec la même mentalité que le mec qui sait que demain il va être parachuté sur un champ de bataille. Bon bah voilà les mecs, donc aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire une petite dînette là, on va prendre le thé parce qu'en fait ça sert à rien ce qu'on fait. C'était super intéressant. Sans doute certains vont trouver ça long, mais bon, je te propose qu'on passe un petit peu à des techniques qui m'intéressent justement en Aïkido, des déséquilibres que tu... J'ai envie que tu me donnes envie de pratiquer ton art. Non mais sérieux, sérieux. Je suis ouvert à tout, moi je suis jamais réfractaire. C'est pour ça que je vais souvent voir les mecs de la salle défense aussi, parce que quand ils me montrent des trucs, je fais waouh, c'est super. Et d'ailleurs, concernant la salle défense, le vrai problème, c'est toujours l'histoire du couteau. Après, ou sinon, on est à peu près d'accord, hein, ils font des chouettes trucs. Alors Léo, qu'est-ce que tu vas me montrer? Et que je vais pouvoir critiquer le cas échéant, puis après on va faire un échange, quoi. Tu veux qu'on fasse un peu de couteau? Tu veux faire un peu de sabre avant ou... Bah alors le sabre, justement, ça n'existe pas dans la rue, sauf dans les îles, mais parfois avec les machettes. Donc on va faire le couteau. Ça s'appelle un tanto, c'est ça? Tanto. Ah, j'ai pas l'accent, c'est ça? Non, c'est bien, tanto. Donc différentes longueurs. Bon, encore une fois, quand on en arrive au tanto, si tu es sur le champ de bataille déjà, il y a eu gros problème. Oui. Comme on disait tout à l'heure, c'est que ton arc, ta lance, ton sabre court ont déjà été bousillés. C'est le même. Hein? C'est le même. Ça se tient comme ça? Ça se tient comme tu veux. Écoute. D'accord. Moi, ici, alors le tanto, il a une spécificité. Alors c'est justement une arme de secours. Hein. Une spécificité, c'est que généralement, il n'a pas de garde. D'accord. Il n'a pas de garde, il n'a qu'un tranchant. Donc ça c'est intéressant pour quand tu vas arriver, si tu arrives sur les côtes ou sur le bassin, pour pas que tu te retrouves à te couper ta propre main quand ça tape un os. Donc c'est déjà d'avoir un minimum ici. Ah, faut le mettre ici? Bah, quand il n'a pas de garde, comme je te disais, ça va, si tu prends un os ou quoi ici, tu fais ça, tu vas te couper ta propre main. Déjà c'est casse-bonbon. Eh bah oui. Mais comme je te dis, ça c'est le couteau, c'est pas une arme de guerre, c'est une arme de secours. Mais ils ont pas été fichus de mettre une garde? Tu sais, ils ont déjà le grand sabre, le petit sabre, ça c'est le troisième truc. Tu as déjà les grosses gardes du premier et du deuxième qui prennent beaucoup de place. Tu as déjà vu les trucs de samouraï. Donc voilà, il n'y a pas de place pour. Je suppose qu'ils ont réfléchi avant. Voilà. Donc, mais ça, de toute façon, ça c'est une arme. C'est l'arme de secours. Voilà. Elle est ici, c'est comme ton troisième petit flingue que tu as à la cheville. Tu vois, c'est pas ton flingue que tu as là, c'est pas le truc que tu as là. Déjà, quand tu arrives là. Le fameux petit flingue que. Ouais. Voilà. Déjà tu n'es pas bien. Donc voilà, alors comme j'expliquais, ça c'est la façon de le tenir, ou là, ou comme ceci, ou comme cela. Bon bref, c'est selon ce que tu vas vouloir. Donc les techniques ici, là-bas, c'est que ah oui, on parlait tout à l'heure du fait qu'on voulait préserver l'adversaire, et on a coupé sur ça. Donc je te disais que moi c'était pas du tout l'idée que j'avais. Donc tu veux pas le préserver, toi. Et non, le but de l'aïkido, c'est de ne pas avoir à mettre en action. Quand tu mets en action, comme je te disais, c'est d'être le plus efficace possible. Donc c'est pour ça que c'était fait par la Kempeta, etc. J'expliquais dans un article l'illusion de maîtriser un adversaire sans le blesser. Et je reprenais les paroles du Dalai Lama qui disait qu'il y a des moments où la violence est la seule solution. Donc quand tu mets en action, l'idée de préserver l'adversaire n'est pas là. Ueshiba Morihei, quand il est dans ses écrits, il n'appelait pas son partenaire Aite ou Uke, il l'appelait Teki, ennemi.
Donc ils étaient terrassés, etc. Donc tout a été réécrit après sa mort. Les textes qu'il reprenait ses parents, etc., ont été retravaillés par son fils et puis différents maîtres. Ils ont changé les mots, ils ont coupé des trucs. Et c'est pour que ils ont aussi enlevé la pratique du sabre pour pouvoir être autorisés à repratiquer sous l'occupation américaine, puisque les Américains refusaient déjà que tu pratiques tout ce qui était avec des armes, etc., etc. Ils ont reconstruit une discipline qui, quelque part, a des idéaux qui sont plus positifs que ce que lui pratiquait. Mais voilà, dans l'action, à la base, c'est différent. Donc, la base, c'est que on espère toujours, nous, avoir le couteau, que l'autre n'en a pas. Là, on va prendre la situation où toi, tu as le couteau. D'accord. Okay, et je te montre juste forme avec couteau, et puis après, sans couteau à main nue. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire donc, ok. Donc, sur un chlasse de côté ici. Voilà, ici. Voilà, exactement. Okay. Donc, une des spécificités de l'aïkido, c'est simultanément ici, absorption, donc recevoir, et donner. Donc ici, l'idée, ça serait ici, absorber ici, avec ce bras et donner ici, deuxième coupe ici, troisième coupe là, et quatrième coupe là. L'équivalent de ça, ou qui serait très dur, à main nue, ici serait d'arriver ici, pour frapper ici, la frapper ici, prendre là, et là. Ok. Donc là, j'ai fait en admettant que le coup arrive de côté, que moi j'ai cette lame ici. Oui. Même chose, je peux avoir tout à fait la lame ici de ce côté-là. Voilà. Sur même chlasse ici. Ouais. Donc ici, c'est toujours, donc pas le blocage, mais absorption, continuer ici, couper, planter. D'accord. Et ça, ici, à main nue. Et aujourd'hui, les techniques en aikido sont tout le temps travaillées à main nue. Donc c'est pour ça que ça fait beaucoup moins sens, tu vois. Quand tu enlèves ça, tout d'un coup, tu as l'impression qu'on est en train de couper dans l'air. Et donc, et à main nue, ici, l'idée, ça serait d'arriver ici, hop, et puis là. Ok. Ou une autre que tu as dû voir aussi, qu'on appelle l'eliminage ici. Donc, si tu viens toujours sur une coupe verticale, comme ça, ou comme ça, comme tu. Donc, il n'est pas en train d'écouter de la musique, au fait. Hein, voilà. C'est pour le micro. On vient ici, on va essayer de venir là. D'amener ici, jusque là, et venir couper. Et ça, c'est le mouvement que tu vois qui s'est transformé, où le gars il arrive ici, l'autre il fait ça, hop, il fait ça, et puis l'autre il court. D'accord. Ses jambes comme ça. Oui. Ou, donc c'est ça si je l'avais dans la main droite, maintenant je l'aurais dans la main gauche, ici, et ça donnerait ça. Ok. Oui. Donc, tu vois que, à main nue, ça a du sens. Il n'y a pas du tout cette idée de préserver l'adversaire. Et dès lors que tu te retrouves, toi tu n'as plus d'armes, et où moi je n'ai plus d'armes, mais ça commence à devenir un petit peu bancal. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Voilà. Donc, je crois de la même façon que la capoeira aussi est une discipline où on considère qu'ils avaient des lames, je crois. Tu vois ? Je ne sais pas. Et donc, c'est pour ça que quand tu les vois faire des trucs comme ça paraît un peu bizarre. Complètement. Ou quand tu les vois faire ça. Ouais. Sauf que quand le gars ici, il a une lame de rasoir dans la main, quand il est en train de faire sa jinga ici, et que toi, quand tu fais ça ici, évidemment que ça ne va pas protéger d'une patate, mais ça va protéger d'une coupure. Donc c'est là aussi où si tu ne connais pas le truc, le contexte de création et dans quel cadre c'est censé marcher, bah, tu dis bah ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que le mec qui croit qu'ici il va protéger et puis arrêter un Mawashigiri, ou qu'ici il va mettre un mec avant dans ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc oui, allez, un dernier mouvement. Bon, par exemple. Sur pointe, qu'on a fait comme ça, comme ça. Donc ici, un mouvement sur pointe ici, où tu vas venir, et là. Et c'est ça que tu vois tout le temps ici. Le côté gaishi. Voilà. Ah, je connais le nom. Côté gaishi, et évidemment, si le mec il dure, si en plus il y a une deuxième main, donc ici on est là ici, ça doit toujours venir ici. Et toutes les techniques d'aïkido ont pour but de t'exposer. C'est jamais de venir ici contrôler une extrémité. Si la fin de notre altercation, c'est qu'il y en a un qui va être mort, sa femme va être violée, ses gosses vont être brûlés, crois-moi que tu me pètes mon poignet, j'en ai rien à faire. Comme tu m'as raconté le mec du Shidokan, imagine déjà que lui, la fin de la confrontation, il y en a pas un de vous qui allait mourir. Et pourtant, il était prêt à laisser son coude se faire péter. Ah, il lui a pété le coude. Voilà. Donc, tu imagines bien qu'un poignet, un coude, une épaule, quand tu sais que la fin, c'est la vie ou la mort. Ouais. Donc, tout ça, c'est des petites techniques d'arrestation, de flics, contre un petit délinquant. C'est ça. Tu peux pas, chez les samouraïs, ça n'a aucun sens
Donc déjà, toutes les techniques qui sont sur la contrainte, sur la douleur que tu dois faire à l'autre, ne fonctionnent pas. Enfin, n'a pas de sens quand tu penses que le mec qui est sur le champ de bataille, qui a l'habitude de ça, à partir de l'âge de 12 ans, il a vu à partir de 12 ans, il a probablement participé à partir de 15-16 ans au truc, il a égorgé, vu des gens égorger, etc. Donc on n'est jamais sur des trucs comme ça. Donc toutes les techniques ici, tu connais Ikkyo en Aikido? Non, je connais pas. Bon, bref, la première technique ici, elle vient là. Et c'est absolument pas pour venir ici. Si tu n'as pas envie de venir, évidemment que ça ne viendra pas. La première technique ici, c'est pour ouvrir et venir là. Donc c'est une ouverture vers le haut. Côté Gaishi, c'est une ouverture vers l'extérieur. Donc, Shironage ou Dekimenage, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est une ouverture vers l'intérieur. Hijikime Osai ici, c'est une ouverture vers le bas. Donc mon but, c'est jamais de venir contrôler ton poignet, ton coude ou ton épaule, c'est de rentrer ici pour aller couper, piquer, ou si j'ai la malchance d'être à main nue, frapper. C'est très intéressant au niveau biomécanique, absorption, des décalages, tout, j'adore. Alors, je sais déjà ce que les gens vont écrire, c'est qu'ils vont te dire « Ouais, mais l'agresseur, il n'attaque pas comme ça, en vrai. » Oh, oui, alors, évidemment. Après, ça, c'est le premier truc à savoir, c'est que au Japon, donc c'est une petite île, donc mais c'était extrêmement secret. C'est-à-dire que chaque clan avait ce qu'on appelle otome-lieu. Tome, c'est-à-dire arrêter. Et donc c'est le clan, l'école qui s'arrête dans ton clan. C'est-à-dire que le maître de cette école-là, il était surveillé comme un ingénieur atomique aujourd'hui. Okay, j'avais un élève qui travaillait dans l'industrie atomique. Il ne pouvait pas prendre ses vacances quand il voulait, où il voulait, etc. Et donc, juste pour illustrer le sabre. Bon, ça on s'en. Ici, ok, on voit tout le temps le mec qui va faire ça. D'accord. Donc ça c'est pas très très efficace. Mais admettons ici, par exemple, j'arrive ici, quel va être le prochain coup ici, tu vois? Donc ici, cette façon de faire ici permet à la fois de te protéger et d'attaquer de plein de façons. Ça c'est une façon de faire particulière. Mais il y a plein de façons qui sont très différentes. Aujourd'hui, où tout est harmonisé et où il y a plein de trucs qui ont disparu, mais il y avait des centaines d'écoles de sabre. Et donc, quand tu vois, par exemple, quand le jiu-jitsu brésilien est arrivé au début, il y a eu une très grosse surprise. Bon, c'est vrai qu'il y avait des mecs qui connaissaient, donc ils n'ont pas pris les mecs qui connaissaient, ils n'ont pas pris de lutteurs et tout aux États-Unis, ils ont fait ça intelligemment quand même. Oui, il y avait Ken Shamrock quand même. Frank Shamrock, ouais. Donc ils ont. Oui. Mais bref, ils ont fait ça intelligemment, mais surtout, c'est que les gens, ça faisait pas partie de leur domaine de réalité. Donc ils se sont fait balayer. Comme quand tu vois des empires, quand la chevalerie disparaît ou quoi, c'est quand il y a une nouvelle façon de combattre. Donc la façon de combattre était très importante, même s'ils utilisaient les mêmes armes, que ce soit le sabre, la lance, etc. Chaque clan développait sa façon de faire qui allait, pour être efficace, et en plus surprendre l'autre. Donc tu n'essayes pas de faire par rapport à une façon particulière de faire. C'est-à-dire que tu fasses ici un petit mouvement, un grand mouvement, un petit truc, etc. Justement, il ne faut pas se préoccuper de ça, parce que tu ne peux pas savoir justement. Tu prends ça, tu peux le faire si par exemple tu sais ce que le mec est autorisé à faire ou ce qu'il a l'habitude de faire. Donc en boxe par exemple, ça peut être très très propre parce qu'on sait exactement ce qui va arriver. Moins tu sais ce qui va arriver, moins tu sais comment l'autre va se battre, et plus ça va être dégueulasse. Et c'est pour ça qu'il faut que tu ailles sur quelque chose qui soit extrêmement schématique. Donc c'est des directions. Donc il y a peu de techniques. Une école ancienne, un co-lieu, il y a entre 20 et 100 techniques. C'est très peu. Et tu fais juste sur des directions. Tu t'occupes pas du petit truc, du machin, etc. Est-ce qu'il tient comme ça, etc. C'est all-in. De toute façon, c'est le champ de bataille, il n'y a pas le temps pour petites subtilités, etc. Et surtout, l'autre, il a peut-être des petits trucs, etc. Auxquels tu t'attends pas. Plus tu veux essayer de répondre à un truc particulier, plus tu es dans la merde. Donc tu fais que le mouvement il soit petit, qu'il soit grand, etc. Donc j'ai pas besoin ici que le mouvement il soit, voilà, j'ai pas besoin que le mouvement il soit très grand. Et je dois jamais considérer ici mon but de désarmer ou de survivre. Mon but c'est d'infliger le plus de dégâts possible. Si je peux survivre, tant mieux. Désarmement c'est le dernier des soucis. Donc ici la main qui vient ici, elle est destinée à te laisser croire que ça c'est en train d'être efficace. Et ça tu t'en fous ici, toi tu rentres. Donc tu vas rentrer ici. Et ton but c'est d'entrer là. Et peut-être que toi en repartant tu vas faire le truc, etc. Toi une fois que ici, tu es rentré là, si tu as le couteau, tant mieux. Si tu n'as pas le couteau, ça c'est ton objectif. C'est terminer le truc comme un sauvage, détruire le mec le plus rapidement possible. Donc on est dans un truc qui est absolument... Est-ce que là on s'éloigne de l'aïkido traditionnel ou est-ce que c'est plus dans ton école?
Parce que là, L'aïkido traditionnel, malheureusement, parce que là, c'est les mecs de l'aïkido, ils vont te regarder, ils vont faire. Oui, Qu'est-ce qu'ils racontent? Non, je sais pas, hein, à mon oui, avis, tout à hein. fait, tout à fait. Alors, mais je pense qu'il y en aura peu qui auront des arguments historiques à mettre en balance avec tout ça, si tu veux. Que ça soit inutile maintenant de faire ça, que ça soit archaïque, obsolète, tout ça, je peux le comprendre que les gens le pensent. Moi, il me semble que dans les arts martiaux, les gens du passé qui ont réussi à atteindre une certaine qualité d'être à travers les arts martiaux, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui finissaient un peu psychopathes ou hein. Les rares qui ont fait ça, ce sont ceux qui sont passés par une martialité. Parce que si on fait le mouvement en connivence, donc tu vois ici tu m'attaques gentiment, je fais mon truc gentiment, puis après je fais ça, puis après tu fais chacun son tour, etc. J'ai pas besoin d'être là. À un moment je vais passer en mode automatique. Au début, parce que je connais pas le mouvement. Mais franchement, je le fais 3-4 heures. Après, je serai capable de le faire les yeux fermés en mode automatique et je vais être absent. Le but pour moi, c'est de développer ta conscience intérieure, comment tu vas bouger ton corps, et extérieure, comment toi tu vas bouger les perceptions que j'ai de ça. Et ça peut se développer à haut niveau que si justement il y a une pression de plus en plus importante, un cadre de plus en plus ouvert. Et du coup, la martialité devient intéressante pour développer ta conscience. Pas pour aller, encore une fois, d'une part, parce qu'en termes de self-défense, on est complètement hors cadre dans ce que je te montre, tu vois. Pas complètement, hein. Bon, tu m'attaques, tu m'as pas touché, je te mords la carotide, tu vois, je t'arrache la carotide. Là, t'es dessus, t'es dans la self-défense, justement. Je pense que, tu vois, si j'ai réussi le mouvement là, que j'ai pas reçu le coup de couteau, que je t'ai arraché la carotide et que tu meurs, ça va être difficile à expliquer au juge quand même. Ah oui, ça dépend de la définition qu'on a de la self-défense. Oui, non mais je veux dire, si on veut rester dans le cadre légal. Bon, bah, si c'est la raison pour laquelle moi je présente jamais notre discipline comme self-défense, non pas que je me dis c'est plus ou moins efficace, et la question n'est pas là. La question c'est que c'est une pratique qui vient d'un contexte qui n'est pas celui d'aujourd'hui, où il n'y avait pas de problème légal d'avoir égorgé le mec qui t'attaquait. Ah oui. Voilà. Donc, mais toi, face à un néophyte en couteau qui essaye de te planter, a priori, néophyte en couteau, quelque part, c'est le plus dur. Le plus simple, en fait, c'est le mec qui a un niveau intermédiaire. C'est vrai. Exactement. Tu vois, comme parce qu'il va essayer de faire un truc bien, mais il le fait pas bien, donc voilà. C'est facile. Et en plus, tu sais comment il va agir. Voilà, un débutant, il voit pas les feintes que tu vas faire. Un débutant en boxe, il va peut-être te faire un truc comme ça, dégueulasse. Il peut te toucher. Voilà, tout à fait. Donc, non, c'est hyper dur. Moi, je veux dire, j'ai fait des tests, pas avec le couteau, mais avec le sabre, parce qu'on a des trucs pour désarmer le sabre. Oui. Et donc, avec des gens qui ne sont pas débutants, mais qui ne sont pas très bons, j'ai jamais réussi une seule fois à désarmer sans prendre un coup de sabre. Mais jamais. Alors qu'il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques, oui. Mais tu dois l'apprendre, si tu veux. C'est pas que la technique ne fonctionne pas. C'est que un peu quand même. non, mon niveau n'est pas suffisant. Si tu veux. Regarde, on est dans un truc, c'est comme si tu devais faire face à 10 mecs, tu comprends? Donc tu peux t'en sortir avec ce que tu as fait, mais ça sera très dur. Si tu as main nue que le mec il a un sabre, c'est extrêmement dur. Donc il y a des techniques, et ça te permet d'y faire face, c'est extrêmement dur. Tu veux faire une opération du cerveau à un mec, un cancer du cerveau, c'est extrêmement dur. Mais t'as jamais réussi une fois, quoi? Avec des élèves qui étaient un peu avancés, non? Oui, en fait, tout à l'heure, tu as utilisé néophyte, je crois. Je sais pas, tu regarderas, je sais pas, peut-être, mais en tout cas, non, franchement, jamais. Est-ce que c'est pas frustrant de devoir s'entraîner à quelque chose et dans ta tête, tu te dis, merde, ça fonctionne pas? Non, parce que je considère que j'arrive pas à le faire fonctionner, pas que ça fonctionne pas. La technique, pour moi, je vois tout à fait la logique, la cohérence du truc. Parce que tu sais, il y avait un maître de karaté qui avait dit sur son lit de mort, je viens juste de comprendre Ageuke. Et moi, j'avais lu ça, je fais, putain, si tu as besoin de toute ta vie pour apprendre une technique, c'est triste. C'est pour ça que la self-défense moderne, elle propose des choses simples, efficaces rapidement. Et on sait bien que ce sont les choses simples qui fonctionnent en général. Et que plus c'est sophistiqué, plus c'est dur. Parce que ton cerveau, en plus intellectuel, ton néocortex, donc propre à nous, êtres humains, il va être complètement bloqué. Et donc on va rester sur des gestes archaïques. Ah non, j'y crois pas du tout. Non. D'une part, ça vient parce qu'il y a un militaire qui n'était pas allé sur le champ de bataille, qui a écrit un truc aux États-Unis en parlant des grosses motor skills, fine motor skills, etc. Et ça, j'y crois absolument pas. J'y crois pas. Donc en état de gros stress, tu peux quand même faire des choses. Si tu y es habitué et si tu as eu une augmentation du stress, oui, j'en suis persuadé. Comment tu veux qu'un pilote de chasse, quand il fait ça, il a Mach 2, pouf, il est parti à 100 km.
Quand ils sont en combat aérien, non, tu as besoin évidemment de ça. Donc les pilotes de chasse, les chirurgiens, tu vois, non, non. Et alors, donc moi j'ai rencontré des gars qui font un peu d'escrima et qui font avec des vrais couteaux en permanence. Oui. J'étais il y a 2 semaines, le mec s'est amusé à mettre des petits coups de couteau. C'est amusé à quoi? À mettre des petits coups de couteau. Quoi? Ouais, ouais. Des vrais coups de couteau? Ouais, ouais. C'est sympa tes copains. Mais écoute, ils s'entraînent comme ça. Moi, c'est pas ma façon de faire. Je l'ai fait dans le passé et je le fais plus aujourd'hui. Mais peu importe, lui, on avait un cours multidiscipline et il y avait un gars qui faisait l'escrima, etc., etc. Et ça lui arrivait plusieurs fois d'avoir des petits soucis comme ça aux Philippines, d'utiliser. J'ai suffisamment voilà, de témoins. Il était là avec pas mal d'élèves, etc., tu vois, qui sont allés le voir là-bas, etc. Bon, ils ont l'habitude. Quand tu es habitué au truc, etc., pour moi, tu peux utiliser... même le mec qui fait le 24 heures du Mans ou une course de Formule 1. À la vitesse où ça va, ils font ça hein, pour faire, tu vois, ou les mecs qui sont en moto, tu vois, c'est à l'intérieur du corps qu'ils font le truc. S'ils faisaient un petit peu trop, boum. Même un mec en boxe qui arrive à esquiver les coups, voilà. que ça va, et les coups vont à une vitesse exactement. Incroyable. Donc pour moi, il y a la capacité. Il n'y a quand même pas cette notion de survie, comme tu en parlais tout à l'heure, de danger de mort. La différence entre le combat rituel, qui peut être plus ou moins extrême, et le combat vraiment où tu d'accord, vas crever. Mais chez les pilotes de chasse, par exemple, ou chez un mec qui est en Formule 1, ou le mec qui fait de la varap sans être assuré, chez eux, il y a ce danger de mort. Et ils sont très précis, ils sont très fins. C'est possible? Dites-nous ce que vous en pensez, les gars, en commentaire. Moi, ça m'intéresse. Je te donne des exemples de gens, tu vois, Oui, de professions qui... Voilà. Oui, mais je crois qu'il y a un vice dans la réflexion. Je ne sais pas lequel. Si c'est par rapport au danger qui vient immédiatement ou si c'est un danger qui est sur ta personne propre. Je sais pas. Mais tu peux me montrer ce qu'on appelle des drills On n'a pas de drill, on a juste donc la technique, tu travailles le mouvement et puis tu vas le travailler de plus en plus, comme je te disais tout à l'heure, avec des intensités de plus en plus élevées. Voilà. Mais on n'a pas de tac, 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 tac. Justement, il n'y a pas de... Tu rentres pas dans l'échange, tu ne rentres pas dans le combat, c'est la destruction. Tu détruis l'autre ou il détruit. Voilà. Oui. Donc c'est pas du combat. De la même façon ici, la distance elle doit être ou celle-ci, ou celle-ci. Mais elle doit jamais être celle-ci. Oui. Tu vois. Parce que là, tu n'auras pas le temps de parce que là, non, parce que tu commences à faire des trucs comme ça, et ça peut se faire si on est en train de se mettre des coups de poing, des coups de pied, etc. Ça, c'est la distance de lutte. C'est pas la distance des courriaux. Donc tout ce qui est combat guerrier, tu es à cette distance, donc parce que probablement tu as une arme, ou tu es rentré et il y en a déjà un qui est en train d'égorger l'autre. Tu ne mets pas une distance où tu es en train de faire des trucs techniques, c'est impossible. D'accord. C'est impossible, et je vais dire pourquoi, parce que non pas parce qu'il n'y a pas de fine motor skill ou grosse motor skill, parce que quand tout est autorisé, si on faisait par exemple que tu avais le droit que tac, 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 tu vois, 3 mouvements, ok, pourquoi pas. Mais quand en fait tu as le droit à tout, et que tu sais, on l'a vu avec ça tout à l'heure, mais comment va arriver le couteau ou machin, etc. Quand tu vois les mecs du Kali ou de l'escrima, ça sort de tous les côtés, évidemment que tu vas... Des coupes comme un sushi. Voilà. Ta seule chance, c'est de garder la distance ou rentrer pendant que lui fait son truc, que toi tu le termines. On a ce truc au Japon qui dit tu coupes ma peau, je coupe ta chair, tu coupes ma chair, je coupe tes os, tu coupes mes os, je te tue. C'est sympa. Mais c'est bien. Il n'y avait pas d'illusion où quand 2 tigres se battent, l'un est tué, l'autre est blessé. Il n'y a aucune illusion sur des gens qui sont allés sur le champ de bataille que tu vas pouvoir maîtriser un mec, que ça se fait sans conséquence, etc. C'est toujours la conséquence. Et le problème justement de penser que tu peux transformer ça en activité sportive, donc ce que je disais tout à l'heure, à l'époque du Bakumatsu, donc l'époque un peu de dernier samouraï, donc il y a des clans qui s'affrontent, etc. Il manque de samouraïs. Plus les samouraïs qu'ils ont, ils sont devenus architectes, médecins, machin. Ils savent que ça va péter, ils se remettent tous à s'entraîner. Et puis, tiens, donc on est au sable, donc machin, donc tiens, on va se mettre un petit casque, on va se mettre le petit shinai, etc. Ils inventent ce qu'on appelle le Gekiken, qui est l'ancêtre du kendo. Et ils deviennent très bons, ils sont là, et ils te touchent là, pouf, une petite touchette. En même temps, ils engagent les fermiers, les yakuza, tout ce qu'ils peuvent, ils en font des samouraïs. Tiens, hop, on t'adoube samouraï, etc. pour grossir nos rangs. Ils vont sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Que très souvent les mecs, les samouraïs qui eux avaient le loisir, contrairement aux paysans, aux yakuza ou quoi, de s'entraîner, qui sont entraînés un petit peu au Gekiken pendant 2-3 ans, etc. Ils sont souvent les premiers à toucher, et puis juste après, pouf, ils se font couper en deux par le paysan qui est là, lui, là, clac, et il rentre. Donc il y a, à partir du moment où ils avaient développé voilà, une illusion avec ce côté sportif, tu vois, que pouf, on va faire ça, ça ne correspondait pas à la réalité. Pareil sur le champ, les samouraïs te disent,
pour couper avec un sabre, il faut que tu sois à 60 cm du gars, c'est là. Alors que aujourd'hui, tu vois les mecs qui sont là, ils sont en train de ferrailler, tout ça dans tous les films, tu fais jamais un truc comme ça. Mais ici, on va faire quoi? Au maximum, ici, je vais à peine te toucher. C'est pas ça le champ de bataille. Le champ de bataille, c'est tu viens, tu luttes avec un sabre, tu viens pour trancher la personne en deux. Donc la distance au sabre, elle est à 60 cm, la distance à main nue, elle est à cette distance-là. Je t'égorge, je rentre mes doigts, je t'arrache la carotide. C'est barbare, c'est violent, c'est dégueulasse. Et il y a des documents historiques qui attestent ces faits? Sur le Gekiken, oui. Enfin, quel fait là, non, même sur le Bushido, sur l'esprit des samouraïs. Ah, Bushido, ça c'est tu dois savoir, c'est une invention hyper récente. Oui. Enfin, je sais ça parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour, le mec en parlait. Bushido, c'est une invention récente par. C'est une comme façon de dire. Je crois que c'était genre un poète qui avait écrit ça, quoi. Ouais, faut avoir un pote, mais le Hagakure, c'est un des trucs qui est le plus critiqué. C'est la vision d'un gars. Le problème, c'est de prendre un élément et tu sais pas pourquoi un truc devient célèbre et pas le reste. Le Bushido, c'est un truc complètement romantisé qui a permis d'unifier le Japon, alors qu'il y avait 3% de samouraïs qui exploitaient 97% de mecs, de faire croire les gars on est tous des samouraïs, l'esprit machin milieu, et ça a bien marché si tu veux. Ça a permis au Japon de ne pas être... Il y a plein de trucs qui sont faits. Le Japon c'est un pays inclusif, c'est-à-dire que tu avais le shintoïsme, ils ont pris le bouddhisme, oh c'est bien, on prend, machin. Ils ont pris le christianisme, puis quand ils ont vu qu'ils voulaient se mêler de leurs affaires, ils ont dit bon allez, bon, dégagez. Mais c'est inclusif comme ça pour tous les éléments culturels. Mais quand ils se sont rendus compte de ce qui se passait dans le reste du monde, et ils ont vu qu'en Chine, dans toute l'Asie, ça se passait mal, ils étaient envahis, conquis, etc., ils ont dit non. Donc, et ils ont reconstruit une identité nationale. Donc par exemple, le bouddhisme a été complètement mis de côté, ils ont essayé de l'éradiquer. Avant, c'était dans le même endroit, c'était shintoïsme et bouddhisme, le même temple. Tout était mixé. Ils ont reséparé. Ils ont vu qu'en Occident, par exemple, il y avait des mariages religieux. Il n'y en avait pas au Japon. Ils ont inventé le mariage religieux. Le premier mariage religieux, c'est celui de l'empereur que tu vois dans le dernier samouraï. Ils ont reconstruit tout un truc comme ça qui leur a permis, là où ils n'avaient pas l'équivalent pour faire face aux puissances coloniales, donc d'avoir des rituels similaires pour pouvoir conserver leur intégrité. D'accord. Bon, là, je crois qu'on s'éloigne un peu. Oui, mais ça va. Cette vidéo va peut-être plus ressembler à un live qu'à un tuto technique, mais bon, c'est toujours intéressant d'avoir des pans d'histoire. Oui, le problème justement, c'est quand tu ne sais pas à quoi sert ta pratique. Si c'est une self-défense, si c'est un truc guerrier, si c'est un truc rituel, etc. C'est exactement ce que je dis aux gens quand ils me demandent ça c'est efficace, mais je leur dis efficace pourquoi? Est-ce que l'aïkido c'est efficace? Je leur dis ça peut être très efficace. Non mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas fini. Non, j'ai pas fini. Non, je veux dire, ça peut être très efficace si tu veux apprendre à mouvoir ton corps dans l'espace, à avoir une espèce de gymnastique, mais je le dis sans animosité. Ouais. C'est ce que je pense. Après, peut-être que je me gourre. Non, mais... Après, on me demande est-ce que le jiu-jitsu brésilien c'est efficace? Bah, ça dépend, frérot. Tu veux te battre contre deux mecs, tu veux faire de la cage, tu veux te défouler sans te faire mal? Oui, c'est bien. La boxe est efficace? Oui, mais tu vas avoir mal au visage et tout. Donc, chaque discipline, elle a ses avantages et ses inconvénients. Et je pense pas d'ailleurs que tu sois totalement... je suis complètement d'accord. Ah, t'es d'accord? Ah, complètement. Avec tout ce que j'ai dit là? Ah oui. Bon. Moi, quand un mec fait 10 cm de plus, je suis toujours d'accord. Et qu'il a un couteau. Et en plus qu'il a un couteau. Et pour moi, il y a 3 temps dans le combat. Casser la distance, le moment où tu es en train d'appliquer ta technique et la finalisation. Et moi, je travaille essentiellement sur ce truc de distance, tu vois, et un petit peu moins de second et très peu la fin, je me fous complètement. Il y a des mecs. La distance. Ouais. C'est ton truc. C'est rester à distance, ou quand toi tu rentres, pouf, et moi rentrer pour qu'il n'y ait pas d'espace. Et après, tu squeezes? Non, c'est pas que tu squeezes, c'est qu'il peut se passer tellement de trucs pour moi après. On travaille évidemment des techniques qui sont après. Mais si ton entrée a été correcte, si tu prends un ascendant, parce qu'il faut que l'entrée, tu prennes un ascendant dans l'entrée. C'est-à-dire qu'ici, peu importe, fais une attaque, ici je suis là, j'ai pas pris d'ascendant, tu vois, ça sert à rien de continuer. Il n'y a rien, il s'est rien passé ici. Okay, donc on est ici, hop, ici, vas-y, tu m'attaques ici, et ici, si tu as réussi ici à rentrer et commencer à prendre un ascendant ici, tu as pris un avantage certain. Pour moi, c'est la partie la plus importante, celle-ci. Il faut prendre un ascendant dès l'instant du contact. Tu sais ce qui me semble bizarre pour un... Je sais pas si tu as dédié quand même une grande partie de ta vie aux arts martiaux. C'est de te restreindre dans ta pratique. Ah non, c'est juste que tu mets un accent, tu ne te restreins pas. Comme
quel que soit le truc, il y en a qui vont être spécialistes, position montée, position machin, etc. Donc je me restreins pas, juste mon temps n'est pas illimité. Et donc ce que je considère le plus important dans le truc, c'est cette partie-là. Je travaille les autres, moins. D'autres font le choix de travailler plus la fin. Voilà. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, on est, à partir du moment où tout est, plus tu es dans un code commun, plus tu peux travailler la fin. On est en Wing Chun, et donc on peut travailler cette seconde partie et squeezer la première. Et plus tu considères, et ce que je te disais justement, qu'au Japon, les gars ici ne partageaient pas, ils avaient leurs trucs secrets, etc. Donc tu ne peux pas savoir quel code tu partages avec l'autre. Donc tu es moins sur des trucs, donc quand il fait ci, je fais ça, parce que ça va lui faire ceci et cela. Tu parles d'un combat de guerrier? Oui, à mort. oui, je te parle, mais des trucs où tu ne partages pas le truc. Tu comprends? Donc quand tu ne partages pas un code, tous ces enchaînements techniques du milieu sont moins intéressants pour moi. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le plus... la capacité à s'adapter, c'est ça qui est le plus important, j'imagine, non? Tout à fait. C'est pour ça qu'ici, j'y porte moins d'attention sur le tu dois faire ceci parce qu'il va y avoir ça, etc. Le plus important pour moi, c'est l'adaptation. Voilà, c'est l'adaptation dans cette zone-là. Donc d'abord, ici, tu gères la distance pour prendre un ascendant au moment du clinch. Et puis après, une fois que tu as cet ascendant-là, évidemment, tu fais tu t'adaptes à ce qu'il va y avoir. Il y a tout un tas de techniques, etc. Mais le moins de préconception possible. Donc toi, tu serais un peu comme ils font en Krav, le blocage plus contre-attaque. Pas de blocage, non. Jamais blocage. Tout à l'heure, tu as bloqué. Ici, absorbé. D'accord. Donc, on a aussi blocage, mais ça c'est très dur. Ici, si c'est très ouvert, si tu m'attaques gentiment comme ça, j'aurai peut-être le temps. Ouais. Donc, ici. Un petit coup de pute? Oui, peu importe. Ici. Ouais. Tu sens qu'il n'y a pas de blocage. Ici, je te laisse continuer. Parce que si je fais le blocage, ici, je te renvoie. Je te donne ici, même chose. Et je te libère du truc. Donc, l'idée, c'est plus de. C'est cette idée. Alors, je donne pas mes cours comme ça, mais yin-yang. C'est qu'il y a un côté qui absorbe pendant que l'autre qui envoie. Donc, toujours. Pareil, quand tu veux me saisir le poignet, par exemple, c'est pour faire quelque chose, on est d'accord, hein, mais ici, mon but, voilà, ça, c'est le dernier endroit où j'ai envie de faire une clé. La plupart des gens sont là. Oui, quand on tient comme ça, donc tu fais ceci, tu fais cela, etc. Ça, c'est le dernier endroit. Toi, tu es là, tu es concentré là. Je te laisse ça ici, et moi, je vais rentrer à un autre endroit. Donc, c'est toujours, il y a le côté qui absorbe et le côté qui donne. Et la difficulté, c'est de faire les deux en même temps. Parce que c'est très facile. C'est très facile de faire tout en absorption, tout comme ça, ou tout comme ça. Et la difficulté, c'est travailler ici qu'un côté absorbe pendant que l'autre tu donnes. Alors, non seulement, il faut être à la fois yin et yang d'un côté, pour caricaturer mou et dur, et en plus, il faut faire un blocage ou absorption plus une contre-attaque. Simultanément, tu essayes. Et c'est... l'idée, c'est pas que c'est facile, hein, mais tu vois, c'est la même chose. Je suis pas contre la difficulté. Hein. Ouais. C'est le même truc que des pilotes de chasse, c'est pas facile. Mais tu le fais beaucoup, et il y a des intensités, des graduels. C'est presque un sacerdoce. Alors après, tu le travailles comme tu veux. Si tu veux, le mec qui vient ici, qui vient chez moi une heure et demie par semaine, il apprend une activité presque folklorique, etc. Il apprend comme ça, mais il ne vient pas pour l'utiliser. De toute façon, comme je te disais, la forme déjà ne correspond à rien qui puisse être défendu dans le cadre légal. Absolument rien. Non, mais on s'en fiche du cadre légal. Non, mais donc il ne vient pas pour faire une self-défense, le mec. Tu comprends? Parce que le contexte n'est pas là, comme je te disais, tout est censé, t'es censé avec le couteau arriver, égorger des trucs bidules. Je vais dire au mec, bon écoutez les gars, vous allez dans ce coin, c'est un petit peu risqué, je sais que donc prends un couteau avec toi, on sait jamais, tu vois, et puis quand il se passe un truc, tu fais ça. Tu vois, c'est impossible. Bon, pourquoi pas? Ouais. C'est comme au flingue. Donc, parce que moi j'essaie d'être un peu responsable, mais c'est comme, tu vois, tu vas au tir. Non, mais responsable, c'est que tes élèves, ils sortent en vie, hein. Oui, bien sûr. D'une altercation. Mais tu sais quoi? Alors, s'ils doivent sortir en vie, il faut qu'ils sachent que le temps qu'ils doivent mettre dans cette activité-là va être beaucoup plus important qu'une heure et demie. Je ne peux pas dire à un mec qui n'a aucune illusion qu'en faisant une heure et demie par semaine, il va s'en sortir. C'est impossible. Ouais. Bah, tu vois, ce qui me dérange, moi, et ce que tu fais pas justement, c'est de ne pas dire aux gens, bah, avec ces techniques-là, vous allez vous en sortir de tout et n'importe quoi. Il faudrait que je leur dise ça, Philippe ? Non, c'est ce que tu ne fais pas. Tu ne leur dis pas, je vais vous montrer ça et vous allez être invincible. Oui. Tu ne leur dis pas. Non, jamais. Non, oui. Et ça, c'est un problème ? Non, justement. Ah oui, ok. Ouais. Mets un coup de couteau. Qu'est-ce que tu veux que je mette comme couteau ? Je sais pas.
Pour t'emmerder ou pour que tu puisses faire une technique facile? Non, bah je vais essayer de voir ce que tu faisais. Quoi. Ah. Déjà, toi, tu te mets en garde? Si, alors, tu veux que je fasse genre l'agresseur de rue ou... Bon, je sais pas, je vais essayer de mettre en pratique ce que tu fais. Donc c'est un désaxé et une frappe en même temps, quoi. Oui, et ici. Ouais, et pour moi, le problème ici, c'est cette distance-là. Ici, d'une part, tu es en train de tourner de ce côté-là. Oui. Ici, si tu veux bien, même que je vais essayer de faire le même truc. Hein. C'était quoi? Voilà, je t'attaque en pique. Donc ici, donc là, il y a mon poids qui est en train de partir là, et j'ai pas pris d'ascendant sur toi. L'idée ici, c'est... L'idée, en ligne droite, et ici, en ayant cette distance-là. Si je suis à cette distance-là, c'est plus la même chose. Voilà. C'est ça l'idée? Exactement, si je suis à cette distance-là, l'idée c'est que je vais en prendre. C'est que je te mette dans une situation où ce que tu fasses soit le moins efficace possible. Donc il faut qu'à l'instant du coup, c'est pour ça que je te disais la distance. Donc quelle que soit la technique ici, attaque-moi comme tu veux, peu importe ici. Ici, il n'y a rien. Tu vois, j'ai plus aucun ascendant, sur toi. D'accord? Donc encore, c'est bien. Donc l'idée c'est que je sois rentré dans une distance ici où je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Et tu sens, j'ai pas essayé de le chasser ou quoi que ce soit. L'idée c'est que toi tu puisses continuer sur ton action. Donc que tu me mettes dans le vent, quoi. Il faut que toi-même tu dises merde, mon action n'a pas marché. Si tu m'attaques et que je fais ça, tu as compris que tout de suite ton action n'a pas marché. Ouais. C'est moi qui t'ai donné l'info. Si tu m'attaques encore et que je fais ça ici, il y a ce moment où ça doit passer par un truc conscient que l'action n'a pas marché. C'est pour ça qu'on est dans l'absorption de ce truc-là. Ah, ça a marché, là. Ça me donne un tout petit temps. C'est passé à côté, là. Ah oui, ça marche. Non, ta défense a marché. Ah, pardon. Tu m'attaques gentiment, c'est... Oui. Fais voir. Attends. Ouais, parce qu'il y a des écoles, je te dis, où ils te disent évite le corps à corps, contre arme, et d'autres qui te disent rentre. Ils osent, ils te disent rentre. Et d'autres qui vont gueuler, ils vont faire non, faut jamais rentrer au corps à corps. Non, parce qu'en fait, pour moi, quel est le meilleur parti politique? Quelle religion te permet d'approcher Dieu? Quel machin? Si tu veux, c'est toujours tout, il y a tout un truc. C'est culture, il y a un contexte. Non, il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. La boxe anglaise, c'est le meilleur pour frapper avec les poings. Le jiu-jitsu brésilien, c'est le meilleur pour combattre au sol. La lutte, c'est le meilleur pour mettre quelqu'un par terre. D'accord, ouais. Mais maintenant, quand je te disais justement, pour diriger un pays ou pour la religion. Ah, mais non, mais là. Ah, voilà. Donc il y a des choses qui sont plus. Tu vois, plus tu veux spécialiser, plus tu peux déterminer ce qui est meilleur. Plus c'est ouvert, moins tu peux déterminer ce qui est meilleur, parce qu'il y a trop de facteurs qui rentrent en jeu. Mais après, tu peux faire un agrégat de tout. Eh non, ça a le goût de rien. Tu vois, il y a une logique interne au truc. Pour moi, tu peux être très efficace en gardant la distance. Tu peux être efficace en rentrant dans la distance. Mais tu peux pas ici tout faire. Donc tu es obligé de faire des choix, malheureusement. Mais oui. C'est pour ça que les écoles de sabre, c'est pas de tout faire, mais il y a une logique interne à l'école. Donc, dans les arts martiaux, il y en a qui essaient d'être très légers, très mobiles, d'autres qui sont plus statiques. Il y en a qui sont plus sur l'offensive, d'autres sur la défensive, etc. C'est en ce sens-là qu'il n'y a pas de meilleur absolu. Mais je suis d'accord avec toi, il y a un meilleur contextuel. Mais c'est un peu la même chose en philosophie. Avant, les philosophes, ils avaient un savoir encyclopédique, donc ils savaient tout sur tout, même si le savoir était beaucoup plus restreint à l'époque. Aujourd'hui, ils se spécialisent à mort sur certains domaines, et du coup, dès qu'ils sont sortis d'un domaine, ils sont perdus. Tu vois ? Tout à fait. Et dans les arts martiaux, moi, l'idéal, c'est d'être un combattant complet, d'être fort, d'être puissant, d'être rapide, d'être souple, de mettre des coups de pied vifs, des coups de poing, mettre l'autre par terre, le frapper. C'est pour ça que je choisis le MMA. C'est pas... J'ai fait d'autres arts martiaux avant, hein. Karaté, je suis prof, j'ai eu mes diplômes, j'ai adoré ça. Jiu-jitsu brésilien, super, je suis ceinture noire, tac. Mais et à la fin, j'imagine que ce qu'il y aura de meilleur, et c'est pas pour prêcher ma paroisse, parce qu'au final, moi, je m'en fiche. Quand je vais me coucher le soir, c'est que certains soient d'accord ou pas avec moi, c'est la même chose. Moi, mon objectif, c'est le MMA pour l'ouverture d'esprit, la capacité à s'adapter, plus de la self-défense, les choses les plus basiques, pour être capable de mixer le tout, et pas être sclérosé. Et comme tu disais tout à l'heure, être capable d'avoir cet esprit de malade, de mettre les doigts dans les yeux, de mordre les carotides, ou de frapper dans les parties, et d'en être conscient, de pouvoir le faire. Et ça, en mélangeant tout ça, j'imagine que tu peux être le combattant ultime. C'est ce que j'essaye de faire, je ne le suis pas, hein.
mais j'essaye de faire en sorte que qui que ce soit que j'ai en face, je vais pouvoir le battre parce que je vais aller sur son point faible, un peu comme dans un jeu vidéo où il y aura la tête du gars qui va clignoter si je suis un boxeur, ou les jambes du gars qui vont clignoter si je suis un lutteur, ou ses parties, ou sa gorge si je suis un craviste ou un mec du penchak. Et à chaque fois, je dois être capable de savoir quel target je vais frapper pour être le meilleur possible. C'est mon objectif. Mais ce que tu fais, moi, j'abonde dans ton sens. Hein. Esquiver, rentrer, c'est chouette. Mais est-ce que tu peux, parce qu'on a énormément parlé, est-ce que tu peux me remontrer quelques trucs parce que sinon les gars ils vont être sur leur faim. Moi aussi, je te mets quelques coups, doucement. Et puis... Moi j'essaie de désarmer, ou de faire ce que je veux. Ouais. Okay. Alors où je mets le casque, tu peux y aller un peu plus fort. Non. Parce que de toute façon j'y vais, même si tu mets le casque. Oui. Pas de problème aussi. Bon. Donc toi tu recules systématiquement. Non. Jusqu'à ce que toi tu as envie tu sois emmerdé, D'accord. C'est ce que je te disais. Si je suis là, j'accepte cet affrontement. J'accepte pas cet affrontement. À un moment, je te donne à toi la charge de parcourir cette distance. Attends. Bouge pas. Tends les bras. Ouais, parce qu'il y avait une vidéo avec Ilouz qui nous disait 2 distances de bras, t'as le temps de voir. Et quand le mec, effectivement, il est trop proche, boum, l'action vue, j'ai vu le truc, je le conscientise, j'envoie l'info, t'es baisé. T'es d'accord? C'est pour ça que tu recules. Oui, c'est ça. Là, tu le décris très bien scientifiquement. Ici, tu vas être obligé de te découvrir quand tu vas faire ton attaque. Voilà. Et moi, je te laisse la charge de parcourir cette distance. D'accord. En particulier quand je me retrouve à mon nu, tu vois, et que toi, tu as une arme. Donc là, on reste dans un environnement ouvert. Environnement ouvert qui favorise les boxeurs et l'environnement fermé qui favorise les lutteurs. Voilà. Maintenant, on est dans un ascenseur, tu sors je pars tout de suite sur toi, tu vois, j'attends pas ta première attaque. Oui, parce que tu le vois, c'est ça. Hein. Si tu le vois et qu'on est proche... De toute façon, si on est proche, je l'ai pas vu, pas senti, je meurs. Oui, évidemment, voilà. Évidemment. Donc, mais si je sens, c'est même pas si je le vois. Mais je te parle si je sens qu'il va y avoir un problème. On a une distance courte, je sens qu'il va y avoir un problème. On est dans l'ascenseur, j'ai mon schlass. Voilà, je rentre direct. Là, ça, c'est très lutte. Oui. Ah oui. Tu Tu pousses la main, tac, et tu fixes la tête. Là, c'était pour contrôler, ici, voilà, peu importe. En tout cas, le dernier truc que je vais faire ici, c'est ça. Ah bon? Bon, fais voir. Comme ça, les coups de boule. Ah, ok. On frappe dans les parties. De quoi? Oui, je sais pas, hein. Oui, c'est bien, parfait. Donc, que tu rentres, tu mets le coup de boule, parfait. Par contre, vas-y ici. Ah non, je rentre en coup de boule. Oui, si tu rentres en coup de boule, parfait, exactement. En fait, c'est exactement le même truc. Donc là, ici, tu laisses ce qui est là, c'est-à-dire dans le sens où tu ne viens pas le repousser ou quoi. Tu as cette harmonie avec le truc et en même temps, tu me frappes. Ouais. C'est exactement... Vas-y, retiens-le. Bon, on va voir d'autres choses, peut-être. Je sais pas, c'est... Donc moi, j'essaie de... Tu veux que moi, j'essaie de te planter? Alors, si tu... Non, je veux dire, je suis là et puis après, j'essaie de faire quelque chose sur ce que tu fais. Bon, ça dépend. Là, on était parti sur le mec qui bouge pas. Ok. Mais bon... Non, tu me dis, moi, je... Après, fais tout ce que tu veux. Ce que les gars font en salle défense, c'est super. Hein. Et ils masquent la vue, puis ils frappent dans les parties. Hein. C'est pas... Il ne s'agit pas d'être Einstein pour s'en douter. Hein. Pareil, boum, les frappes dans la gorge. C'est logique. Après, c'est vrai que si le mec a le couteau... voilà. Ah mais bon, si avec là, c'est comme un branque déjà. T'es un peu en panique, tu lèves tes bras, comme ça, Ouais. et puis tu plonges, tu le saisis à 2 mains. Et puis comme je t'ai dit, tu rentres en plante, quoi. Mais plante, enfin, oui. Donc. Aïe. Attends, vas-y. Donc tout simplement, toi tu rentres, tu masques un peu le... Rentrer, il y a pas mal de photos des assassinats politiques au Japon dans les années 70, où les mecs ont tué des gens, où il y avait des gardes du corps ou quoi. Tu rentres ici, tu rentres comme ceci. Ah oui. Donc pour que je crois pas qu'il y ait de vidéo, mais c'est sûr tu peux voir plusieurs photos de ça. C'est pour cacher la lame? Non, pour que tu puisses, bien sûr que tu vas la voir. Tu es sur une estrade,
J'arrive, je monte sur l'estrade, il y a des gardes du corps qui se jettent sur moi. C'est que je peux garder le couteau le plus longtemps possible pour te crever. Encore une fois, comme ça, hein, ouais. À distance. Oh, pardon. Non, je veux rentrer, au contraire, je veux rentrer ici. D'accord. Ah, pour éviter que je puisse t'attraper. Tu mets une distance entre toi et moi. Je viens ici te fixer, et tu as plein de trucs, même au sabre, qui sont comme ça. Même quand tu vas dégainer, ton sabre, bien sûr que bon. Attends. Ça va, je l'ai bien fait, les gars? On t'a repris sur l'étiquette ou quoi? Ah mais grave. Je l'ai jeté, mais comme un malpropre. Bon, bref. Donc je sacralise pas les objets et j'en suis désolé. Ici, je vais pas aller... Même quand je vais faire mon ici, ça doit déjà être vers toi, au cas où toi tu t'approches. D'accord? Donc on va voir... Oh bah je vais pas m'approcher. Hein. Voilà. Et donc tu comprends maintenant la difficulté ici de venir désarmer un mec à ça? Avec un sabre? Oui. Ah bah c'est impossible. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, en tant que samouraï, tu t'entraînes à ça parce que voilà, on dit c'est le Graal. Donc c'était souvent quand pour celui qui allait succéder au maître à l'école, un des tests, ça pouvait être de faire face justement à quelqu'un avec un sabre en étant main nue. C'était le test? Voilà, ça pouvait être un des tests. Mais dans les écoles, il y avait des avec un... Et l'autre il essayait de le couper? Ouais. Sympa les tests. Écoute, jusqu'à récemment, un des maîtres de sabre que j'ai suivi, donc De fou. son arrière-grand-père... C'est le jour du test. Oh non. Son arrière-grand-père était le maître de l'école. Son fils aîné, il le teste pour qu'il devienne le successeur. Et je crois que c'était à la lance, si je ne me trompe pas. Il teste son fils aîné à la lance? Ouais, ok, tu vas me dire un truc dégueulasse. Ouais, son fils est désarmé. Il n'arrive pas, il se prend un coup de lance dans la face. Jusqu'à la fin de sa vie, il a une balafre comme ça. Son fils, il était excellent, hein, excellent. Il a pu l'école. Il a quoi, il a? Il a pas reçu l'école. Son fils cadet a réussi le même test. Je crois qu'il l'a testé face à un sabre avec un tenugui. Le tenugui, c'est le tissu que les maîtres mettent. Voilà. Et le maître que je suivais, le frère de son grand-père, donc son grand-oncle, donc il est venu le voir, il l'avait jamais vu, il est venu le voir pour voir comment il pratiquait, s'il était digne d'être le successeur, et il disait qu'il l'a vu, il avait 70 ans et quelques, il avait encore toute cette balafre au niveau de la tronche. Mais c'est une époque où, si tu veux, il y avait encore le risque. Tu ne pouvais pas, comme aujourd'hui, donner l'école à ton fils parce qu'il était sympa et que tu avais envie que la thune reste dans la famille. Oui, bien sûr. Donc, le père, en faisant ça, il a vérifié que son fils avait les capacités pour survivre. Il n'allait pas lui donner l'école et, quelque part, le condamner à mort. Donc voilà, ça montre que l'excellence et la difficulté de faire face à un truc comme ça. Enfin bref, donc voilà, tout ça pour dire que le coude, même en nu, même au sabre, etc., tu ne te balades pas avec les bras écartés en canard. Et on utilise souvent le coude, donc tu as plein de mouvements aussi où tu vas avoir le coude comme ça, le coude comme ça. C'est intéressant. Oui. Je pense qu'on refera une vidéo, les gars, où on s'activera un peu plus, si tu le veux. On fait là ou on le refera. Parce que là, ça fatigue tout ça. Okay. Non, c'est vrai. Toi, tu voudrais de l'action, Coco, non? Ah, j'ai un petit sparring à la fin. Et alors lui? Mais je sais pas, un truc, un chat-souris. Non, mais attends, vas-y, filme. Oui. Oui. Parce que toi, en fait, t'avais déjà fait une vidéo, c'était avec mon maître de jiu-jitsu brésilien, oui. David, ouais. Pierre-Louis. Lui, il m'a montré, tu vois, lui m'a montré une technique de poignet redoutable, tu vois. Au sol, tu veux dire? Ouais, une technique de poignet de malade et... Dans la garde. Ouais, qui fonctionne super bien, mais à l'inverse de ce que je te disais, moi, j'en fais pas, j'y crois pas, je vois pas trop l'utilité. Ah, au sol, tu veux dire? Non, debout. Et au sol, il a fait très bien, mais je te disais, je vais pas venir ici essayer de tordre ton poignet, ou faire des trucs comme ça. Tu veux qu'on fasse un peu de bagarre ou tu... Ouais, ce que tu veux, écoute, je suis ouvert. Ce que tu veux? Ce que je veux? Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai? Il y a des bâtons. J'ai une fausse matraque, faux couteau. On s'amuse avec ce que tu veux, comme tu veux. Quelle heure il est? 4h15. Ouais. Bah oui, lui, il est chaud, lui. Bon, bah on va voir. Combat de clé debout. Et étranglement. Sans aller au sol. On va voir, les gars. On peut le sol. Bah peut-être après.
te tiens comme ça, toi? Non, je sais pas ce que je te laisse faire, vas-y. Attention, ça. Ouais, vas-y. Ça casse, ça, non? Oh, bah vas-y, vas-y. Je te dédouane si je pars avec un truc pété, ça sera ma faute. Non, là, ça va te faire mal. Non, vas-y. T'inquiète pas. Vas-y, on va travailler souple. Non, mais n'hésite pas, franchement. N'hésite pas à aller sur le truc. Non. Non, ça marchera pas, non? Si? Je sais pas. Parce que tu penses que ça marchera pas? J'en sais rien. Tu veux juste que tu me ménages, t'inquiète pas. J'accepte de faire un truc, si t'en prends plein la gueule, c'est pas grave. C'est quoi? Si j'en prends plein la gueule, c'est pas grave. Ouais, si tu m'envoies. T'inquiète pas. Si tu me ménages, t'inquiète. Ça me dérange pas. Ah bon? Ouais. C'est bizarre. On reste les amener au sol? Ok. Ça te fait marrer? Ah oui, D'essayer des doigts? oui, j'essaie de chauffer les deux, ça me fait bouger bien ça. Attention, au moment, je risque d'exploser, hein? Ouais, ouais,
Merci. Avec plaisir. C'est vrai. Donc un prof d'aïkido qui sprawl, ça fait bizarre, hein. Maman, tu as failli me péter le pouce. Encore une fois, Tu vas nous montrer ça, c'était sympa. là c'était vraiment pour s'amuser dans ce contexte de lutte, parce Oui. que je trouve que c'est vraiment bien. Ça développe le courage, le physique, la fluidité. Mais la façon dont tu m'as pris, enfin, tout là où on était à la fin, l'un comme l'autre, en fait j'étais hyper exposé, toi aussi. Oui. Là, tu m'aurais mordu, je t'aurais mordu. Pareil, comme je te disais, moi j'essaie jamais d'aller. On vend souvent le. On dit le karaté c'est les frappes, judo c'est projection, Oui. l'aïkido c'est les clés. Oui. Le fondateur de l'aïkido disait l'aïkido c'est Ilimi Atemi, c'est rentrer frapper. Donc l'opposé de ce qu'on a fait là, tu vois. Là on s'est un peu chamaillé gentiment. C'est important de pouvoir avoir les principes, c'est-à-dire fluidité, pouvoir s'amuser, pas résister. Enfin, je pense que tu as dû essayer de pas trop de durcir. Bon, toujours un peu, hein. Non, de résister à la technique, je veux dire, mais pas être tendu. Ah oui, non, non. De résister, bien sûr, de ne pas être emmené, mais. Donc, ce qu'on fait en aïkido doit pouvoir se traduire dans d'autres disciplines. Là, j'ai reconnu un peu un lutteur, excuse-moi. Ah, moi, j'ai jamais fait de lutte. Ah bon? Ouais, là, je te jure. Mon parcours en judo, c'est 6-8 ans. Ah, 6-8 ans de judo. De 6 à 8 ans. Ah, d'accord. Oui, bon, c'est oublié. Mais- Les lutteurs, ils ont les fesses en arrière. Ouais. Et puis ils opposent leur tête ou l'avant-bras, tu vois. Faire du sabre, donc comme ça. Oui. Comme en karaté, tu vois, on est très droit. Et ça, c'est justifié. Et après, j'apprends à mes élèves à se pencher un peu La plus. réalité, c'est que ça, c'est ça. Si tu regardes les estampes, il y a plein d'estampes justement qui ont été pris aux années 1800, 1700, etc. Et les mecs, il n'y en a aucun qui est comme ça. Ils sont comme ça, parce que tu imagines bien que le mec en face, il a une lame de rasoir d'1 mètre. Ce que toi, t'as envie de faire, si tu te caches derrière pour ça, t'as envie d'avoir ton arme devant et ton corps derrière. Ouais, puis là, je me sens pas bien. Voilà. Remets-toi comme l'autre. Là, c'est mieux. C'est mieux. Et si tu veux faire ça, Ouais. c'est comme ça. Donc, et à main nue, c'est pareil. Et je t'ai trouvé très puissant. Est-ce que tu considères malgré tout qu'un pratiquant d'aïkido doit avoir de la puissance musculaire? Oui, oui, parce que c'est. Alors, pas pour appliquer dans ta technique, parce que comme je t'ai expliqué, c'est fait pour qu'un mec de 12 ans ou 70 ans puisse faire face à un gars comme toi. Oui. Donc, c'est pas pour appliquer la technique, c'est juste pour être en forme. Tu dois être au mieux de ta forme, là où t'en es. De toute façon, quoi qu'il arrive. Au mieux de ta forme à 12 ans. Ouais. Les mecs qui discutent de ça, je sais pas. J'ai même pas envie de répondre. Déjà, pour avoir cette réflexion-là. Qui a pas besoin de physique, tu veux dire? On commence déjà. Ce qu'on a fait ici, c'est quand même de la confrontation de qualité athlétique, même s'il y a de la technique derrière et tout ça. Mais il faut des qualités athlétiques. Il est évident que, par exemple, aussi bien un samouraï pouvait aller sur une bataille à 70 ans, aussi bien il ne serait jamais monté sur un doyo de sumo à 70 piges. Bien sûr. Donc, Parce qu'il a une arme qui le parce protège, qu'il a entre guillemets. une arme, ou parce qu'il a le droit de faire des trucs que là, tu aurais pu me faire ou j'aurais pu te faire, c'est on aurait pu se mordre 50 000 fois, Oui. se saisir les couilles ou se mettre dans les yeux. Et ça, on l'a pas fait. Mais, En sachant que si on avait eu le droit de tout ça, la physionomie du combat était différente. tout à fait, tout à fait. Mais c'est ce qui peut permettre à un vieux de s'en sortir. Oui, oui, oui. C'est tout ce qui nous est interdit dans un combat rituel, Absolument. qui vise à ce qu'on puisse se confronter dans la plus grande sécurité. Et Est-ce que tu peux me remontrer ta clé de pouce? si je fais ça, ça fonctionne pas tellement. Ici, l'idée c'est que ça fasse un triangle ici, et je viens là. Vas-y. Quand je viens là, ici, il y a 3 articulations Ouais. qui font 2 articulations. Ici, donc comme ceci. Ok. Alors, ici. Youpi. Hop, je monte. Voilà, c'est ça. Descends. Ok, Léo. Bah, moi, c'était très agréable de faire cet échange avec toi. Moi, même, franchement, surtout à la fin, ouais, c'est pas ce que j'en sais, mais j'adore ça. Vous voulez porter, Oui. machin. Ouais, je trouve ça génial. Moi, je préfère l'action aussi. Voilà, on a eu beaucoup d'historique et beaucoup de remises en perspective des différents arts martiaux dits traditionnels. Parce que l'aïkido,
ça a 70 ans, quoi. Hein. Oui, c'est très récent. Donc traditionnel, entre guillemets, hein, comme le karaté, c'est récent. Donc faut aussi arrêter de sacraliser, je pense, ces personnages qui sont des gens tout à fait honorables, mais qui n'ont pas non plus la science infuse. Non, ils n'ont pas la science infuse. C'est ce que je dis toujours. Alors, par contre, traditionnel, en fait, une tradition, à partir du moment où il y a une transmission, il y a une tradition. D'accord. Donc, en ce sens, le MMA est aussi traditionnel que l'aïkido. Mais il faut voir aussi que c'est pour ça que moi, j'ai invité des gens, parfois, à des arts martiaux traditionnels du ME, du jiu-jitsu brésilien, ou du kudo, du daido juku, etc. Et les gens me disaient eux-mêmes, mais est-ce que tu crois qu'on a notre place? Je dis non, il y a une transmission d'un art, c'est une tradition. Et après, le karaté, quand même, comme l'aïkido, etc., et comme le MMA, il y a des racines qui sont lointaines. Tu remontes le MMA, tu vas pas arriver spontanément. Rien ne naît de nulle part. Hein. C'est pas une génération spontanée, le MMA. Après, par contre, là où je suis tout à fait d'accord, c'est qu'il ne faut pas sacraliser les gens. Donc, il y a une ligne de transmission. Il faut remercier les gens qui étaient avant nous. C'est ça. Mais de la même façon que si j'ai envie d'apprendre le tennis, je ne vais pas regarder une vidéo de René Lacoste. Ou si j'ai envie de jouer au foot, je ne vais pas regarder Pelé. C'est intéressant de voir ce qu'ils faisaient à leur époque. Mais aujourd'hui, Pelé, il jouera même pas en division d'honneur. Je suis d'accord. Lacoste, c'est pas, c'est dans le fin fond du classement. Il faut une modernité qui s'ancre dans un passé, dans une tradition. Voilà. Il y a des principes qui sont intemporels, mais il y a des manifestations qui doivent être contemporaines. C'est-à-dire qu'il faut une actualisation permanente. Donc les contrôles, par exemple, en aikido, il faut souvent sur le poignet. Moi, j'ai tendance à les faire dans le coude. Oui. Puisque aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup plus de gars qui vont être mobiles comme ça, qui vont mettre des coups de coude, que ce soit du Wing Chun, du système de la boxe style ou autre. Bah, t'as vu que quand au corps à corps, j'aime bien faire ça. Ouais. Plutôt que ça, là, c'est facile de s'en sortir. Exactement, tout à fait. Alors que là, je dirige l'adversaire. Pour moi, ouais, le contrôle, il doit arriver au coude. Enfin, il y a des choses comme ça. Est-ce que Michael Ilouz préconisait aussi, c'était ça pareil, un double contrôle, poignet, triceps. Et là, t'avais un double levier encore pour bloquer l'adversaire. Ok les gars, bah, c'est toujours un plaisir de recevoir. Ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau, Léo. Avec grand plaisir. Qui est un mec qui est ouvert. Et bah, j'espère que ça vous aura plu, les gars. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions. Il y en a eu quand même. Tu seras au Festival des Arts Martiaux, toi? Oui, tout à fait. Ah bah voilà. Ah, merci. La petite pub hein, qui va bien. Donc vous retrouverez Léo qui nous fera une belle démonstration. Il y aura beaucoup de démonstrateurs qui viendront du monde entier. Voilà les gars, donc vous n'oubliez pas le pouce bleu, je le dis souvent mais ça fait toujours plaisir. Vous abonnez, comme ça va faire grossir la communauté, vous partagez la vidéo si ça vous a plu. Puis vous n'hésitez surtout pas à écrire des commentaires, moi je les lis et j'en tiens compte. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de sujets qu'on a abordés aujourd'hui qui peuvent prêter à polémique. Ben, je vous invite à en discuter dans les commentaires, moi je les lirai. Et puis je fais attention à ce que vous dites les gars, quand c'est constructif, et quand c'est pas sorti d'un cerveau sclérosé ou un peu limité. Ok les gars? Léo, merci. Merci Greg. Et je te dis à bientôt, et merci aux internautes de Karaté Bushido.